le docteur Piéguet, Fabrice Piéguet. Vous êtes pneumologue à Lyon, au centre médical Parot. Vous allez nous parler de cette maladie qui est l'asthme, du diagnostic, mais aussi de la prise en charge, qui a bien changé aujourd'hui. Il y a des traitements qui existent. Il y a de nouvelles stratégies thérapeutiques innovantes. Bien, c'est tout cela dont vous allez nous parler. Je vous laisse la parole, le docteur Piéguet. Bien, merci. Je remercie les organisateurs de cette belle journée de m'avoir sollicité pour intervenir sur cette thématique qui me tient à cœur. Alors, j'ai la tâche difficile de parler d'asthme dans un temps assez court et une heure difficile, mais j'espère vous proposer un résumé un petit peu de la prise en charge et du diagnostic de l'asthme à l'heure actuelle. Alors, voici mes liens d'intérêt. Quand je reçois un patient en consultation pour de l'asthme, ou bien lorsqu'il m'évoque dans ses antécédents qu'il a de l'asthme, moi d'emblée je me pose plusieurs questions, et la première question c'est de me dire est-ce que c'est véritablement de l'asthme, ce qui réfère à la question du diagnostic. Puis si c'est de l'asthme, d'où vient l'asthme? Est-ce qu'il y a une cause particulière? Et cela réfère du bilan, de l'évaluation qu'on peut en faire. Et enfin, je me demande, est-ce que cet asthme pose problème? Est-ce qu'il me pose problème en tant que praticien? Et est-ce qu'il pose problème au sujet? Et là, on évoque la sévérité de l'asthme. Donc c'est de tout ça dont je vais vous parler. Et tout d'abord, pour la question du diagnostic, comment est-ce qu'on définit l'asthme? Alors, asthma, c'est un terme grec initialement, qui apparaît chez Homère déjà dans l'Antiquité, pour décrire une respiration difficile. Pour décrire plus précisément sur le plan médical, on retient l'époque de l'Antiquité aussi, avec Arrêté de Cappadoce, qui décrit sur le plan médical, encore une fois, la crise d'asthme. Et puis on connaît ensuite une abondante littérature sur cette thématique, médicale et non médicale, avec des auteurs bien connus, asthmatiques, ou bien qui ont décrit l'asthme. En tout cas, sur le plan médical, la définition qu'on retient actuellement, c'est celle-là. Tous les termes sont importants. L'asthme, c'est une maladie chronique qui est hétérogène. Elle va varier d'une personne à l'autre. Et c'est une maladie des bronches, donc les tuyaux qui amènent l'air au fond des poumons, et qui va correspondre à une inflammation de ces bronches. C'est une maladie qui est respiratoire, donc les symptômes sont respiratoires, de la toux, un essoufflement, on dit en médecine de la dyspnée, une oppression thoracique et des sifflements, un bruit respiratoire. Ces symptômes respiratoires, ils sont variables au cours du temps et en intensité. Ils peuvent être variables d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une heure à l'autre. Et cette obstruction au niveau de la bronche, elle aussi, elle est variable. Donc vous allez me dire, c'est une situation un peu difficile pour le diagnostic, puisque là, je vous parle d'une maladie qui ne s'exprime pas pareil chez tout le monde et pas pareil au cours du temps. Donc on va s'aider de certains éléments qui peuvent être caractéristiques dans l'asthme, notamment l'existence d'un facteur déclenchant des symptômes d'asthme, le contact avec ce à quoi on est allergique, l'asthme déclenché par l'effort, l'asthme déclenché par le rire, par les infections virales notamment, ou par le froid. Il y a souvent une prédominance la nuit des symptômes, une prédominance au petit matin. Et puis le contexte peut aider. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont asthmatiques dans la famille? Est-ce qu'il y a un contexte d'allergie déjà connu? Et puis le médecin, à l'auscultation, peut percevoir ces sifflements respiratoires qu'on appelle des sibilances. Et enfin, on va utiliser un test diagnostique qui est une mesure du souffle pour mesurer cette obstruction au niveau de la bronche. Cette mesure, c'est ce qu'on appelle la spirométrie. Alors j'ai essayé de faire un petit schéma pour résumer. Si on zoome sur ce tuyau respiratoire qu'on appelle la bronche, vous voyez plusieurs parties. Autour, il y a cette espèce de ruban rouge. Alors je suis désolé, je ne peux pas pointer, mais c'est le muscle qu'il y a autour de la bronche. Et puis à l'intérieur, il y a comme une moquette, une tapisserie qu'on appelle la muqueuse. Et quand il y a de l'asthme, il va y avoir plusieurs modifications. Tout d'abord, le muscle autour va se contracter. Et puis surtout, cette muqueuse, elle va s'inflammer, ce qui correspond à un épaississement et puis aussi une sécrétion plus abondante de mucus dans les bronches. Donc l'air qui passe normalement à travers un tuyau bien ouvert va se frayer un passage à travers un tuyau irrité, refermé, d'où les symptômes respiratoires, d'où les sifflements. Alors voici ce qu'on appelle donc l'exploration fonctionnelle respiratoire, la spirométrie dont je vous parlais. Le patient est dans la cabine et va respirer à travers un tuyau dédié par la bouche et on va mesurer comme ça, est-ce que la bronche est refermée ou pas. De manière un peu plus complexe, j'essaie de résumer la physiopathologie. Donc quand on regarde au microscope, si on prend un bout de cette bronche
et qu'on fait un zoom dessus. Donc j'ai représenté en haut la ligne de cette muqueuse, donc des cellules qu'on appelle épithéliales, et qui vont donc être directement au contact de l'air qui arrive dans les bronches, et donc des éléments qui vont irriter la bronche et déclencher l'asthme. J'ai mis à gauche des schémas, enfin des petits pictogrammes pour faire l'exemple d'allergie, hein, la poussière, le chat, et puis à droite des facteurs auxquels on n'est pas allergique mais qui sont irritants pour la bronche, les virus, la pollution, le tabagisme. Dans tous les cas, il va y avoir une inflammation dans la bronche, c'est-à-dire un recrutement de globules blancs qui vont arriver dans cette muqueuse. L'étoile verte correspond à ce qu'on appelle une cellule présentatrice de l'antigène. Elle va présenter aux globules blancs ces allergènes, par exemple. Et le premier globule blanc important, on l'appelle le lymphocyte T, et plus précisément le lymphocyte T2, qui va lui faire venir d'autres globules blancs. Par exemple, dans le cadre de l'allergie, un globule qu'on appelle le mastocyte, en fait, c'est un réservoir, comme un sac de plein de granules d'une molécule qui s'appelle l'histamine, très importante pour l'allergie. Quand l'asthme se déclenche, eh bien, ces granules vont être libérées et entraîner les symptômes de l'allergie. C'est pour ça qu'on utilise des antihistaminiques pour les phénomènes d'allergie. Et puis, il y a un autre globule blanc très important dans l'asthme qu'on appelle l'éosinophile. Il est tellement important qu'au siècle dernier, quand on a commencé à faire des prélèvements dans les bronches, on trouvait des bronches infiltrées par ce globule blanc éosinophile, et on appelait l'asthme la bronchite éosinophile. Et puis d'autres mécanismes pour les phénomènes irritants, c'est toujours d'autres globules blancs qu'on appelle les macrophages, les neutrophiles, mais le résultat est le même. Dans tous les cas, il y a une constriction du muscle et puis une inflammation de la muqueuse. Alors, vous l'avez vu, l'allergie peut être une cause de l'asthme. C'est la cause la plus fréquente chez l'enfant. C'est quasiment la grande majorité des enfants qui va présenter une allergie quand il est asthmatique. Chez l'adulte, c'est moins fréquent. Suivant les séries, on va dire que c'est entre 30 et 50% des asthmatiques adultes. Donc, quand on confirme le diagnostic d'asthme, on va faire les tests, comme là, l'exemple des tests sur la peau, pour rechercher ce à quoi le sujet pourrait être allergique. Mais l'allergie, c'est un facteur déclenchant, un facteur favorisant. Ce n'est pas ça qui tout seul va créer l'asthme. Vraiment, l'asthme, c'est une interaction entre une prédisposition personnelle, génétique, et puis des éléments de l'environnement qui vont agir sur la bronche. Alors quand je dis prédisposition génétique, ce n'est pas une maladie génétique dans le sens habituel où on l'entend, on a un gène malade et on est asthmatique. En fait, c'est un ensemble de gènes qui vont conduire à une susceptibilité. Et on est d'autant plus susceptible s'il y a d'autres personnes dans la famille qui sont asthmatiques, si on est né prématuré, s'il y a un petit poids de naissance, s'il y a de multiples bronchiolites dans l'enfance. Alors en termes d'épidémiologie, l'asthme c'est une maladie qui est fréquente. En France, actuellement, on considère que ça touche à peu près 10% des enfants et entre 6 et 7% des adultes, ce qui représente, on l'a dit en introduction, plus de 4 millions de personnes actuellement et plus de 300 millions dans le monde. C'est une maladie qui est morbide. Alors en médecine, quand on dit morbide, ça veut dire qu'elle entraîne des complications. Alors, pas forcément la complication ultime qui est la mort. Heureusement, l'asthme est très rarement mortel, mais par contre très morbide. Il y a avant tout une altération de la qualité de la vie à cause de ces symptômes. Ça peut entraîner un absentéisme scolaire pour les enfants, professionnel à l'âge adulte. On considère que ça induit environ 60 000 hospitalisations par an. Et puis, le chiffre stagne depuis de nombreuses années, un peu moins de 1000 décès en France par an à cause de l'asthme. Alors, on m'avait sollicité pour parler de la prise en charge de l'asthme. Comment est-ce qu'on va traiter le sujet asthmatique ? L'objectif du traitement, c'est de contrôler l'asthme. Le terme contrôle en médecine, enfin pour nous en pneumologie, ça veut dire qu'il n'y ait plus de symptômes. L'idéal, c'est que le sujet asthmatique n'ait plus de symptômes et plus d'exacerbation. Alors ce que j'entends par exacerbation, c'est une déstabilisation de la maladie qui se prolonge. En gros, la crise d'asthme, elle est brutale, elle va rentrer dans l'ordre plus ou moins rapidement. Quand l'asthme va moins bien, le sujet asthmatique va moins bien sur plusieurs jours d'affilée, on parle là d'exacerbation, en gros de déstabilisation de la maladie. Ce qu'on veut avec le traitement, c'est donc contrôler les symptômes, ce que j'ai mis en bleu. Donc plus de signes d'asthme, c'est augmenter les capacités respiratoires, ce qu'on mesure à la spirométrie que je vous ai montré tout à l'heure, et puis permettre d'augmenter l'activité physique et sportive.
Et ce qu'on veut aussi, je l'ai mis en rouge, c'est qu'il y ait le moins de prises possible de traitement de secours, c'est-à-dire la ventoline, ce qui va soulager rapidement, donc ce qui correspond à l'absence de crise, qu'il n'y ait au possible pas d'hospitalisation, pas de consultation en urgence, et puis limiter les effets indésirables des traitements, c'est-à-dire que le rôle du médecin va être aussi de trouver la dose minimum qui suffit à contrôler l'asthme. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on sait dire si le patient, et est-ce que le patient sait dire si son asthme est contrôlé ou pas? Je vais vous montrer qu'en fait, on n'y arrive pas très bien. Donc, on essaye d'avoir des petites mesures, enfin des petites aides pour savoir si le sujet est contrôlé ou pas. Il y a un consortium international qui réfléchit à l'asthme et qui émet une publication annuellement qui s'appelle le GINA, j'ai pris le petit symbole là en haut à droite, et qui recommande d'utiliser ces 4 questions simples à la consultation. Est-ce que sur le mois dernier, vous avez eu des symptômes la journée, vous avez eu des symptômes la nuit, vous avez dû prendre votre ventoline, votre traitement de secours, et est-ce que vous avez été limité dans vos activités de la vie quotidienne ou professionnelle? Et si on répond non à ces 4 questions, eh bien l'asthme, on considère qu'il est parfaitement contrôlé. En revanche, s'il y a une ou plusieurs réponses positives, l'asthme est partiellement ou pas du tout contrôlé. Donc c'est assez simple, ça prend peu de temps et ça permet d'avoir une définition du contrôle de l'asthme qui semble assez évidente. Évidente pas tant que ça, parce que alors, il y a plusieurs études dans ce sens-là, j'en ai repris une assez caricaturale. On a pris tout un panel de patients asthmatiques et on a fait ce que je vous disais tout à l'heure. On leur demande simplement, est-ce que vous pensez que vous allez bien? Est-ce que votre maladie est contrôlée? Et puis on a fait pareil avec, pour ces mêmes patients, les médecins qui s'occupaient de ces patients, en leur demandant d'utiliser ces 4 questions simples avec les patients et de voir si, donc, du côté médical, il y avait un bon contrôle de l'asthme. Eh bien, pour les patients, dans 89% des cas, ils déclaraient « oui, moi je vais bien, mon asthme est contrôlé ». Et puis en fait, si on prenait ces questions, vous l'avez vu, pas très compliquées, eh bien en fait, c'était dans 48% des cas, un asthme qui était, selon ces critères-là, pas contrôlé. Donc on renvoie là à la question qui est très importante dans l'asthme, qui est la question de la perception de sa maladie et de ses symptômes, et de la perception de la norme. J'ai appris quelques phrases qui sont classiques en consultation de pneumologie. Ah mais docteur, moi je suis essoufflé en montant les escaliers, mais c'est normal parce que moi je suis asthmatique. Ou alors, ah non, je ne vais pas faire du sport avec mes camarades parce que bon, moi c'est normal, je ne peux pas les suivre, je suis asthmatique. Ou encore, moi je prends ma ventoline quand même tous les soirs parce que sinon je me réveille la nuit, ça siffle. Ou alors je demande toujours à mon médecin traitant de me prescrire une boîte de cortisone parce que comme ça, quand ça ne va vraiment pas, eh bien, je l'utilise. Ces éléments donc, sont décrits par les patients parfois comme étant normaux. Or, pour le médecin, pour le praticien, ce n'est pas normal, c'est des signes d'alerte, peut-être un peu moins, mais en tout cas des indices pour dire que l'asthme n'est pas parfaitement contrôlé. Donc il y a parfois, et d'autant plus quand l'asthme existe depuis longtemps, et c'est le cas de nombreuses maladies chroniques, lorsqu'on a toujours connu une certaine gêne, il est parfois difficile de dire si ce qu'on vit au quotidien est quelque chose de normal ou pas. Et le problème, c'est que ça va entraîner des attitudes d'évitement, notamment vis-à-vis de l'activité sportive, de stigmatisation à l'école pour les enfants, voire d'isolement social. Et puis, ça conduit aussi parfois à des attitudes sur le plan du traitement qui sont inadaptées et d'une surconsommation de ventoline qui, là, peut être toxique. Alors, je dis ça, mais malgré tout, dans la majorité des cas, si le traitement est bien conduit, bien prescrit et bien fait, l'asthme reste contrôlé dans la majorité des cas. Alors le traitement lui-même, justement, il y a une spécificité dans le traitement de l'asthme qui est qu'il s'agit d'un traitement respiré. C'est un traitement inhalé et non pas un cachet à avaler. Ça, de même, depuis l'Antiquité, on a essayé de respirer des choses pour pouvoir aller mieux quand on a des symptômes respiratoires. Ce qu'on retient comme étant le premier système d'inhalation médicale un peu construit, ça date du 18e avec l'inhalateur de Mudge. Vous voyez qu'à l'époque, on inhalait de l'opium, qui en effet calme un peu les bronches, mais a d'autres effets secondaires. Et puis, il faut attendre la moitié du XXe siècle pour avoir les systèmes de distribution comme ça en spray avec plusieurs doses à la suite, par ce laboratoire de physique Ricker Labs, dont le patron avait une fille asthmatique et qui lui avait demandé un jour « Mais pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas avoir un système pour faire mes inhalations qui soit comme la bombe de lac de maman, où je peux presser plusieurs fois ?» Et quelques années après est sorti ce premier système d'inhalation.
Alors maintenant, on en est où? En fait, il y a de multiples distributeurs des traitements à inhaler. Je vous en ai mis ici quelques-uns. Des systèmes où c'est un gaz qui propulse le produit, des systèmes où c'est une poudre qui propulse le produit. C'est toujours des traitements à respirer, à inhaler. Le traitement, il est double. Il y a un traitement de la crise, c'est-à-dire lorsque ça ne va pas, lorsqu'on a des symptômes. C'est un traitement qu'on prend uniquement lorsque ça ne va pas. Dans l'idéal qu'on a toujours dans son sac ou dans sa poche, ça correspond à la ventoline et ses équivalents, le salbutamol. Ça n'a qu'un effet, ça va libérer ce muscle qui se contracte autour de la bronche. Donc ça ne traite pas la cause de l'asthme, ça ne va pas traiter l'inflammation de la muqueuse, ça ne fait que libérer la bronche. Et puis en face, le traitement de fond, donc, qui là au contraire est à prendre tous les jours, même quand ça va bien, pour être préventif, c'est-à-dire au contraire éviter que les crises surviennent. Et là, c'est vraiment le traitement de la cause, c'est-à-dire que c'est un anti-inflammatoire de la muqueuse, c'est de la cortisone inhalée. Et puis on va pouvoir rajouter parfois un bronchodilatateur, donc pareil pour libérer le muscle, mais cette fois-ci longue durée d'action, qui agit longtemps, 12 heures ou 24 heures suivant les prises. L'objectif, le traitement, ce que les pneumologues suivent actuellement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on confirme le diagnostic d'asthme, on met en place un traitement, et puis ensuite, on revoit le patient pour évaluer est-ce que le traitement a été efficace, il n'y a plus de symptômes, ou bien, est-ce qu'il y a des effets secondaires du traitement qu'on pourrait ajuster. Alors, je vous ai remis juste pour information, on ne va pas le détailler, mais ce sur quoi les pneumologues se réfèrent, il y a juste pour vous montrer deux éléments. L'élément de la roue, comme je vous disais, où à chaque consultation, on évalue comment va le patient, on ajuste le traitement, puis on réévalue ensuite. Et puis l'élément de l'escalier, où en fait, on va augmenter progressivement les doses du traitement tant que l'asthme n'est pas contrôlé, voire augmenter le nombre de traitements qu'il y a dans le dispositif à respirer. Et puis là, je parlais des médicaments qui sont à respirer, mais il y a toute une prise en charge non médicamenteuse qu'il ne faut pas oublier. Ça semble évident, mais ça n'est pas toujours autant que ça. L'éviction allergénique, le patient qui est allergique, il est évident que quelqu'un qui est allergique aux chats, s'il vit au milieu de 15 chats, on aura beau mettre tous les traitements qu'on veut, on arrivera rarement à contrôler l'asthme. Le sevrage tabagique, bien évidemment, et puis l'activité physique. Pendant des décennies, on a interdit aux enfants asthmatiques de faire du sport. On sait désormais que c'est une grave erreur. Il faut au contraire avoir une activité physique sportive régulière, du moins une activité physique régulière, et ça aide au contrôle de l'asthme. Comme je vous disais, dans la majorité des cas, l'asthme est contrôlé. Je voulais terminer avec cette partie qu'on appelle l'asthme sévère, qui est une spécificité. Si on veut résumer, parmi les asthmatiques, on va considérer que 24% vont avoir un traitement avec ce qu'on appelle une forte dose de traitement. C'est le GINA 4-5. Et puis, parmi tous les asthmatiques, dans 17% des cas, il y a une forte dose, et malgré ça, il persiste des symptômes. C'est ce qu'on appelle l'asthme difficile. Comme je vous disais au départ, ça semble poser problème. Et puis, une fois que le médecin, une fois que le pneumologue a fait tous les ajustements possibles, si l'asthme reste toujours non contrôlé, qu'il y a toujours des symptômes, des exacerbations, des crises, c'est là où on va parler d'asthme sévère. Fort heureusement, ça ne représente que 3,6% des sujets. Ça, c'est ce que je viens de vous définir. Et la démarche qu'on va utiliser, c'est celle-là. Je me répète un peu, mais donc au départ, on va vraiment se dire, mais finalement, si on n'y arrive pas, est-ce que c'est vraiment de l'asthme ou est-ce que je me suis trompé de diagnostic ? Puis ensuite, on va rechercher tous les facteurs qui pourraient entraîner un mauvais contrôle de l'asthme, optimiser au maximum le traitement, puis à chaque fois évaluer. Et si l'asthme reste non contrôlé, on va parler d'asthme sévère. Alors rapidement, comme je vous disais, tous les essoufflements qui sifflent finalement ne sont pas forcément de l'asthme. On peut parler de bronchite chronique parfois chez l'adulte, notamment s'il est fumeur, d'insuffisance cardiaque, le corps étranger de l'enfant, la cacahuète qui est passée inaperçue, et puis quelques mois après, l'enfant se met à siffler. Pour l'adulte, les tumeurs bronchiques ou d'autres maladies plus rares, ORL, au niveau des cordes vocales, qui pourraient faire penser à de l'asthme. Alors, quand j'ai un patient asthmatique en consultation, je lui dis toujours que l'asthme, ce n'est pas une maladie qui fonctionne toute seule. Il y a l'asthme et puis il y a tout ce qui va influencer l'asthme. Et là, je vous ai résumé quelques facteurs qui influencent l'asthme. Donc, évidemment, les allergènes, donc tout à gauche, avec le chat, la poussière. Et puis, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, les facteurs irritants comme la pollution, le tabagisme, la prise des médicaments, j'y reviendrai, l'existence d'une rhinite associée, l'obésité et les infections virales. Donc, quand l'asthme ne va pas bien, on va vraiment
faire le point sur tous ces éléments en se disant est-ce que tout ça est bien pris en charge avant de se dire que c'est le traitement qui ne marche pas. Pour ce qui est du traitement, je fais un aparté là-dessus en parlant de l'observance. On pourra en parler très longtemps. Pour faire simple, l'observance, c'est la concordance entre ce que dit le médecin et ce que fait le patient. Et dans l'asthme, on est très souvent confronté à des problèmes de non-observance ou de mauvaise observance. Quand je dis très souvent, c'est extrêmement souvent, puisqu'on considère qu'1 tiers à 2 tiers des patients, suivant les séries, ne vont pas utiliser leur traitement correctement. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a une spécificité, c'est que nos traitements dans l'asthme, c'est des traitements à respirer, et donc il y a un côté technique en plus, qui est parfois indépendant de l'intelligence. Encore faut-il que le médecin ait peut-être 1 fois, 2 fois, 10 fois montré comment faire son traitement, parce que si on fait mal le traitement, il est sûr qu'on n'aura pas la bonne dose. Et puis là, je suis en train de vous parler d'asthme, mais j'évoque finalement plein de choses. Parce qu'il y a le sujet qui a fait le tour de France, mais qui est asthmatique quand même. Il y a le sujet asthmatique âgé, il y a l'enfant asthmatique, il y a l'obèse asthmatique, l'allergique au chat. Et on met asthme, on les met tous dans le même panier. Or, vous avez bien là l'idée, quelque part, que ce n'est pas tout à fait la même maladie. Donc on essaye de classer, même si le terme n'est pas très joli, ces patients. Et en médecine, on utilise le terme de phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques qu'on peut observer pour mettre les gens dans les bonnes cases, et tout ça pour pouvoir mieux traiter. Si je reprends mon petit schéma, vous avez vu d'emblée que dans les mécanismes de l'asthme, il y a plusieurs branches, on va dire. Il y a l'asthme lié à ces lymphocytes T2 et à l'allergie, ceux qui sont liés à ces lymphocytes T2 mais pas allergiques, et puis ceux qui ne sont pas liés à ces lymphocytes T2. Et si on fait l'équivalent dans la clinique, on répertorie donc ces 3 grandes cases. L'asthme T2 allergique, qui est souvent un asthme qui commence dès l'enfance, où il y a une allergie certaine, où il y a des marqueurs de l'allergie sur la prise de sang. Il y a l'asthme T2 éosinophilique, qui débute à l'âge adulte, le plus souvent. Il n'y a pas forcément d'allergie. Il y a très souvent une rhinite, une rhinosinusite, des polypes dans le nez associés. Et ces globules blancs qu'on appelle les éosinophiles, on les retrouve sur une simple prise de sang à un taux augmenté. Et puis enfin, de manière un peu plus difficile, on a ce gros paquet des asthmatiques qu'on appelle asthme non T2, où là c'est plutôt l'asthmatique à l'âge adulte, souvent obèse, parfois fumeur, pour lequel les traitements semblent moins efficaces et pour lequel on n'a pas d'éléments particuliers sur une prise de sang. Alors pourquoi je vous parle de ces classifications d'asthme? C'est parce que dans l'asthme sévère, justement, quand on n'y arrive plus avec les traitements inhalés classiques à forte dose, on a depuis quelques années des traitements extrêmement puissants qu'on appelle des biothérapies. Ils sont donc réservés aux patients asthmatiques sévères, prescrits par des pneumologues. Ils viennent en plus des traitements classiques et ils ont une forme très particulière puisque là, ce n'est pas des traitements inhalés, mais c'est des traitements injectés avec soit, comme je vous ai montré à droite, comme je vous montre à droite, une seringue, soit à gauche, des stylos auto-injecteurs. Le patient est éduqué à l'utilisation de son traitement. C'est des traitements de fond, c'est comme un vaccin qu'on renouvelle toutes les 2, 4 ou 8 semaines suivant le traitement. C'est des traitements extrêmement puissants, puisque chez des patients, alors qu'ils étaient sévères, encore une fois, on a fait le point sur tout, ils ont un traitement à forte dose, et malgré tout, ils restent symptomatiques, eh bien, on réduit de manière drastique le nombre de crises et d'exacerbations, et on réduit aussi le recours à la cortisone orale, ce qu'on cherche à éviter à tout prix. Je vous ai juste cité les noms. Le premier qui a été développé il y a une dizaine d'années, c'est l'omalizumab pour l'asthme T2 allergique. Et puis dans les années qui ont suivi, plus récemment, le mépolizumab, le maralizumab, et depuis l'an dernier, le dupilumab qui s'intéresse à l'asthme T2 allergique et T2 éosinophilique. Voilà, j'espère avoir fait passer quelques messages. L'asthme, vous le savez, est une maladie fréquente qui est potentiellement pénalisante puisqu'elle peut mettre un fardeau en limitant les activités de la vie quotidienne, en entraînant un isolement social. Lorsque les traitements ne sont pas adaptés, ils peuvent avoir des effets indésirables. Malgré tout, il faut bien retenir que si le traitement est bien fait et bien prescrit, dans la majorité des cas, l'asthmatique va bien. Et puis, dans un petit nombre de cas, malgré tout ça, l'asthme reste difficile à contrôler et on peut parler d'asthme sévère. Dans cette situation, qui est certes rare, on a une morbidité importante, mais on a surtout de nouveaux traitements que les pneumologues peuvent prescrire et qui permettent de s'en sortir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Piéguet. Venez me rejoindre. On va passer aux questions. Voilà, mesdames, messieurs, maintenant la parole est à vous. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Moi, je vais tout de suite vous poser une première question, Dr Piéguet.
On a parlé de tabagisme, etc. Est-ce que des parents fumeurs, est-ce que ça peut influer sur un enfant? Est-ce qu'il peut déclencher de l'asthme? Alors oui, la réponse est oui, clairement. Ça fait partie. Alors j'ai évoqué les points principaux qui sont l'hérédité, le fait qu'il y ait plusieurs sujets asthmatiques, la prématurité, le petit poids à la naissance. En fait, on se rend compte de plus en plus qu'il y a une trajectoire de la fonction respiratoire. Comment est-ce que les bronches se développent? Parce que le point de départ, c'est que les bronches continuent à se développer après la naissance. C'est un organe qui continue à se former jusqu'au début d'adolescence. Et tout ce qui va agresser les bronches durant cette période peut induire des maladies respiratoires dès l'enfance, mais après à l'âge adulte. Et le tabagisme des parents, c'est un facteur, déjà maternel s'il est poursuivi pendant la grossesse, c'est un élément clé. Et puis ensuite, le tabagisme des parents pendant la petite enfance, c'est un élément clé aussi pour développer de l'asthme sur un terrain, encore une fois, favorable, et même pour développer ensuite des bronchites chroniques chez un sujet qui, s'il devient fumeur, ou même s'il n'est pas fumeur à l'âge adulte. D'accord. Alors moi j'aurais une deuxième question. Je vous laisse réfléchir encore un tout petit peu pour vos questions. On a parlé de décès, en effet. Est-ce que c'est-à-dire que l'asthme fatigue le cœur et c'est le cœur qui lâche? Comment ça se passe? Alors non, on n'est plus... alors, au XVIIIe siècle, lorsqu'il n'y avait pas de traitement de l'asthme, l'asthme évoluait vers l'insuffisance respiratoire. C'est-à-dire que les bronches, elles vont plus revenir en position normale. Et c'est comme la bronchite chronique des fumeurs, il y a encore un caractère là qui devient irréversible. Et donc un manque d'oxygène chronique, et donc une fatigue du cœur. Ça, heureusement, on ne le voit plus avec l'asthme, s'il est bien pris en charge, mais globalement, on ne le voit plus. Les décès que j'évoquais là, c'est une vraie question pour les pneumologues, parce que, comme je vous disais, le chiffre stagne, et on ne comprend pas pourquoi on ne baisse pas. Enfin, si on comprend un peu, parce que ce qui est le plus terrible dans ce chiffre, c'est qu'on considère que la plupart des décès par asthme sont évitables. Quand on reprend les séries de ces sujets qui sont décédés d'asthme aigu, en fait, c'est des sujets qui n'avaient pas le bon traitement ou qui, la plupart du temps, ne faisaient pas leur traitement de fond alors qu'ils auraient dû avoir un traitement de fond. Donc ces décès, ils sont pour la plupart évitables si le sujet consulte et si le sujet fait son traitement correctement et si le pneumologue a prescrit le bon traitement. Et pour répondre plus précisément à votre question, donc les décès là, que j'ai listés, c'est dans la grande majorité des cas des décès par asthme aigu grave, c'est-à-dire la crise très sévère où on ne s'en sort pas. Et la moyenne d'âge, alors, de ces décès-là? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plutôt des sujets jeunes. Hein. C'est vraiment pas du tout... alors, pas des enfants, hein, c'est des sujets adultes. C'est vraiment pas, encore une fois, l'évolution de la maladie progressive qui va conduire à un décès par insuffisance respiratoire. La grande majorité de ces décès, c'est des asthmes aigus brutaux. Brutaux, d'accord. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions maintenant dans la salle? Oui, il y a plusieurs questions, mademoiselle, si vous voulez bien faire passer le micro. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais savoir si l'asthme peut entraîner des bronchectasies irréversibles. L'asthme sévère, bien sûr. Alors, peut-être expliquer ce que c'est que ce terme barbare. Bronchectasie, vous avez dit. Bronchectasie, c'est le terme médical pour dire dilatation des bronches. C'est-à-dire qu'on a parmi les maladies respiratoires des bronches, en effet, cette maladie qui s'appelle les bronchiectasies. Donc les bronches deviennent de calibre anormalement augmenté. Et ça renvoie en effet beaucoup au petit schéma que j'avais fait tout à l'heure, parce qu'on a la même caractéristique d'inflammation de la muqueuse. C'est-à-dire que la muqueuse, elle est trop épaisse et surtout, elle va sécréter beaucoup de mucus. Donc, c'est des gens qui ont, de manière assez chronique, une toux, des expectorations et surtout le risque d'avoir des infections répétées. Alors pour répondre à la question, c'est un peu pareil, c'est assez historique, c'est-à-dire que sur les asthmes très anciens, qui ont parfois eu une prise en charge un peu insuffisante, les bronches peuvent évoluer vers une dilatation et des bronchectasies. C'est beaucoup plus rare désormais, c'est une cause très très rare de bronchectasie. Donc la réponse, elle est oui, ça peut, mais on le voit vraiment désormais chez des sujets plutôt âgés qui ont une histoire très ancienne d'asthme, qui a plutôt été insuffisamment traité initialement. Je crois qu'il y avait juste une autre question. Oui, madame. Oui.
Un jeune enfant qui a 3 mois actuellement et qui a été hospitalisé plusieurs fois à l'hôpital Faber-Enfant pour des bronchiolites, est-ce que ce n'est pas un asthme pour la suite? Alors c'est un risque que ce soit un asthme pour la suite, mais il est trop tôt pour parler d'asthme. Oui, voilà, alors, un risque pour la suite. Exactement. Il y a, comme je l'ai dit, c'est un facteur de risque. Quand chez le sujet adulte, on se pose la question du diagnostic, on va interroger est-ce qu'il y a eu des bronchiolites dans l'enfance, et s'il y en a, ça conforte notre diagnostic. Après, fort heureusement, tous les enfants qui font des bronchiolites, et notamment précoces, et même si elles sont répétées, ne vont pas forcément devenir asthmatiques. Oui, mais il faut être prudent et il ne faut pas mettre l'étiquette asthme tout de suite. Comme je l'ai dit, la première phrase de la définition, c'est une maladie chronique. Donc il faut aussi être prudent quand on fait le diagnostic ou à la consultation, parce que les gens ressortent après avec une étiquette qui ne va plus les lâcher. Donc voilà, et chez le petit enfant, il faut être très prudent. Ce n'est pas une fatalité, c'est parce qu'il y a plusieurs bronchiolites qu'il y aura forcément de l'asthme. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, monsieur ? c'était pour savoir donc s'il y avait une importance réelle de facteurs psychologiques dans le déclenchement ou l'aggravation. Alors oui, c'est certain. C'est vrai que je n'ai pas peut-être été exhaustif sur tous ces facteurs. J'aime bien montrer comme ça aux patients, moi, l'asthme au centre et puis tout ce qu'il y a autour. Et j'aurais pu le représenter. Il y a une interaction dans les deux sens, dans le sens où les facteurs psychologiques vont influencer l'asthme. Ça, c'est certain, pour répondre à votre question. Encore une fois, ce n'est pas ça qui va créer l'asthme. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien dans sa vie à une période qu'on va devenir asthmatique. Mais en tout cas, quand on est asthmatique, on voit très bien dans les périodes de stress, dans les périodes difficiles de dépression, très souvent l'asthme se déstabilise. Et on va être obligé d'augmenter un peu les traitements. Voilà. Et aussi pour le praticien, parfois quand on ne comprend pas, on se dit mais vous n'avez rien changé chez vous, il n'y a pas un chat qui est arrivé, il n'y a pas... Et puis quand on fouille un peu, on se rend compte que la période est un peu difficile et on se dit ah ben c'est peut-être ça. Puis il y a une interaction dans l'autre sens, quand on est asthmatique depuis longtemps et qu'on a du mal à s'en sortir, ça peut entraîner aussi des facteurs anxieux ou de dépression. On considère dans l'asthme sévère que c'est quasiment 35% des sujets, lorsqu'on fait un dépistage, qui ont un syndrome anxieux-dépressif. Une autre question, je crois. Oui, bonjour. J'ai perdu une petite nièce de 2 ans et 8 mois d'une crise d'asthme sévère et elle a été traitée par corticoïdes. Je voulais savoir quels sont les traitements. Elle n'a pas été mutée tout de suite en réanimation et voilà, ça a été trop tard après. Donc, quels sont les traitements de l'asthme sévère chez l'enfant? Alors, en cas de très grosse crise, hein, c'est ce que vous voulez dire. Alors, c'est vrai que les termes médicaux ne sont pas toujours les termes de la vie courante. Là, j'ai bien parlé aujourd'hui de l'asthme sévère, c'est-à-dire d'une situation chronique, et c'est un peu différent de la crise d'asthme sévère, c'est-à-dire qu'on peut avoir un asthme léger qui pose pas trop de problèmes, mais un jour faire une crise sévère. Donc là, votre question, c'est juste pour préciser par rapport au topo que je viens de faire, les traitements injectables, par exemple, dont j'ai parlé, ils ne vont pas traiter la crise d'asthme sévère, c'est vraiment un traitement de fond pour permettre justement de jamais arriver à ces crises très sévères. Le traitement de la crise sévère que vous évoquez, c'est avant tout la cortisone, parce que vous l'avez vu, c'est un mécanisme inflammatoire majeur, donc c'est des perfusions de cortisone dans ce cas-là, c'est à l'hôpital, et puis des traitements bronchodilatateurs puissants en inhalation, ventilés, des aérosols, voire même parfois, dans ces situations-là, quand on arrive en réanimation pour asthme aigu grave, des perfusions à la ventoline, enfin l'équivalent de ventoline existe en perfusion. Ça, c'est réservé aux situations heureusement très rares d'asthme aigu très grave en réanimation. Et la mise sous oxygène, non? Oui, alors lorsqu'on arrive en soins intensifs ou en réanimation pour asthme aigu grave, c'est qu'en général, il y a un manque d'oxygène et il y a de l'oxygène, oui. Mais ça ne traite pas, ça fait juste que compenser le fait que la bronche soit très resserrée et laisse moins passer l'oxygène. Ça ne va pas traiter la crise d'asthme. Et alors, ces injections dont vous avez parlé, là, c'est un traitement récent, ça a combien d'années? Alors, le tout premier qui est sorti, c'est
10-15 ans, 10 ans pour la commercialisation. Et puis les suivants dont j'ai parlé, qui sont encore plus puissants, sont sortis ces 5 dernières années, on va dire. Et ce n'est pas du tout à base de corticoïdes, là? Ah non, l'objectif justement... Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à évoquer quand on parle d'asthme, mais il y a souvent la corticophobie des patients. On a peur de prendre son traitement de fond parce qu'on se dit c'est de la cortisone. Or, c'est de la cortisone inhalée pour calmer les bronches et ça n'a rien à voir avec les doses de cortisone qu'on peut avoir avec les cachets de cortisone qu'on est obligé d'utiliser quand justement la crise sévère arrive. Et ce qu'on veut à tout prix, le médecin avant tout, c'est éviter ces prises de cortisone orale. Donc ces traitements injectables, ils permettent d'éviter d'en arriver au traitement par cortisone orale qui, là, au long cours, peuvent avoir des effets secondaires. D'accord. D'autres questions, mesdames, messieurs? Oui, madame, au fond. J'aimerais savoir si le traitement d'un enfant de 6 ans, 5 ans, 6 ans, diagnostiqué, disons, allergique avec de l'asthme en symptômes, évolue favorablement à l'adolescence. Est-ce que ça disparaît ou il va rester constamment asthmatique? Alors, il y a deux éléments dans la question. Il va rester asthmatique parce que l'asthme, comme je l'ai dit, c'est une maladie chronique. Quand on est asthmatique, on l'est toute sa vie. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que l'asthme va s'exprimer toute sa vie. Ça veut dire que si on regarde la bronche au microscope toute la vie, on verra des petites altérations qui nous font dire que le sujet est asthmatique. Mais l'asthme peut ne plus s'exprimer dans toute la vie ensuite. Donc, dans votre question, le deuxième élément, c'est qu'en effet, il y a une évolution au cours de la vie et il y a ce qu'on appelle la marche assez classique de l'asthme allergique où il se révèle dans l'enfance, il va se calmer à l'adolescence ou en fin d'adolescence et parfois ne plus donner de symptômes ou parfois, vers la trentaine ou la quarantaine, redonner des symptômes. Mais ça renvoie au schéma de la roue que je disais. L'important quand on met un traitement pour le praticien, c'est de le réévaluer régulièrement. Et un patient qui a un traitement de fond, qui a besoin d'un traitement de fond, même s'il est à forte dose, peut-être que 5 ans après, il n'aura plus rien parce qu'il n'aura plus besoin de traitement de fond. On a répondu à toutes les questions sur l'asthme. Bien, si vous le permettez, Dr Piéguet, je vais vous remercier. Et si vous le permettez, je donnerai juste un témoignage, c'est que moi, je suis asthmatique depuis mon plus jeune âge. Voilà, j'ai 63 ans aujourd'hui, j'ai un traitement de fond que je fais tous les jours et je me porte très bien. Voilà. Donc l'asthme, eh bien, on en guérit. Vous nous en avez fait la démonstration et moi, j'en suis aussi la preuve. Voilà. Merci, mesdames, messieurs, de votre attention. Merci beaucoup, Dr Piéguet. Merci beaucoup.